Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce Journal des Alpes. À la une ce soir, le rapport Duron sur les trains intercités fait des vagues jusque dans les Alpes. En Savoie, la liaison de nuit Paris-Chambéry via Bourg-Saint-Maurice pourrait être supprimée. Et puis nous parlerons aussi des TER, les trains express régionaux, avec notre invité, Michèle Ragage, présidente de l'UFC Que Choisir en Isère. Bonsoir. Bonsoir. L'association lance une pétition pour dénoncer les retards récurrents sur les lignes. Vous nous direz tout ça. Dans la chronique Entre nous avec Florine Heba, nous découvrirons l'initiative d'une famille chambérienne. Elle édite un magazine pour malvoyants et c'est un joli succès. Enfin, hommage ce soir à Geneviève de Gaulle Antoniose, la grande résistante et ancienne présidente d'ATD Carmonte, entre au Panthéon demain. Elle est enterrée en Haute-Savoie. Son parcours unique est évoqué par son fils et une ancienne camarade de déportation. Et puis donc dans votre édition nationale, une large part à cette entrée au Panthéon, le début des hommages à Geneviève Tillon, Geneviève de Gaulle, Jean Zay et Pierre Brossolette. Demain, ces 4 figures de la résistance seront honorées. Le cortège funèbre traverse la capitale dès ce soir avec plusieurs cérémonies au programme. Des trains vieillissants qui voyagent à vide, le rapport Duron n'épargne pas les lignes intercités qui relient les grandes villes régionales. Philippe Duron, le député PS qui préside la commission d'élus et d'experts chargés de plancher sur le sujet par Manuel Valls, préconise en effet de mettre fin aux doublons avec les TER, de fermer certaines lignes, d'en renforcer d'autres ou de remplacer des trains par des bus. Et en Savoie, la liaison de nuit Paris-Chambéry via Bourg-Saint-Maurice pourrait être supprimée. De quoi faire réagir les usagers et les professionnels du transport dans les vallées alpines. Le reportage de Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquet. Les trains intercités ont pour vocation de relier les villes entre elles et souvent celles de taille moyenne. Pourtant aujourd'hui, le député socialiste Philippe Duron veut amputer ce service. En Savoie, le train de nuit qui relie Paris à Chambéry via Bourg-Saint-Maurice, jugé trop coûteux et peu rentable, pourrait bien disparaître. Sans être fataliste, les usagers ne peuvent que reconnaître la dégradation de cette liaison dénoncée dans le rapport du député. C'est possible qu'elle coûte trop cher, mais elle coûte d'autant plus cher qu'on n'a pas investi. Et depuis un certain nombre d'années, on n'arrête pas de voir des suppressions. On ne connaît plus que le signe moins. Moins de trains, moins de prestations. Il n'y a même pas de locomotive commandée. La France n'a pas le fait de la fibre ferroviaire. On n'est pas comme nos voisins suisses. Pour les usagers comme pour les acteurs du développement du territoire, ce train de nuit est un atout pour l'accès aux stations de sport d'hiver et sa suppression serait lourde de conséquences. C'est à la fois cette desserte du territoire qui est remise en cause, un pan du service public, et c'est aussi un très mauvais signal. Au moment où la France est condamnée parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour lutter contre les pollutions, et on voit les mobilisations des populations contre la pollution dans les vallées alpines, et bien en fait, en enlevant les trains de nuit et en mettant justement ces gens qui prenaient le train de nuit sur des autocars, le gouvernement français contribue encore plus à la pollution des vallées alpines. Le réseau des trains intercités est emprunté quotidiennement en France par 100 000 voyageurs. En région Rhône-Alpes, la SNCF n'a pas souhaité commenter les préconisations de ce qu'on appelle désormais le rapport Duron. Voilà pour les trains intercités, mais les TER sont aussi pointés du doigt, non pas par un parlementaire, mais par l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. Elle a établi un rapport national et régional qui révèle des retards à répétition et des coûts très élevés. Elle lance une pétition pour exiger de la SNCF un meilleur service. Pour en parler, nous recevons donc Michèle Ragage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la branche iséroise de l'association et vous estimez donc que le service rendu aux usagers du train par la SNCF n'a cessé de se dégrader. Un chiffre, 17e place pour la région Rhône-Alpes en termes de ponctualité. Vous estimez que la situation est préoccupante ? Bien, en France, effectivement, c'est préoccupant parce que nous sommes la première région en transport de voyageurs TER. On se retrouve à la 17e place en matière de ponctualité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Que les trains n'arrivent pas à l'heure, plus de 6 minutes de retard? Voilà, alors en plus, la ponctualité ne se mesure qu'à partir de 6 minutes de retard, donc les 6 premières minutes ne comptent pas. Et
à partir de là, on se retrouve à une mauvaise place. Il faut savoir aussi que tous les trains qui sont supprimés la veille avant 16 heures n'apparaissent dans aucune statistique. Donc ça fausse les statistiques, ça fausse en fait. absolument les statistiques. Donc les problèmes sont plus importants que ceux qui sont montrés par les chiffres. Que ceux qu'on voit dans les chiffres Alors réels. qu'est-ce que vous demandez à la SNCF ? Eh bien, nous demandons qu'il y ait une amélioration du système. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2002, ce sont les régions qui s'occupent des TER. Et donc, elles ont fait des financements énormes pour la région Rhône-Alpes. 500 millions C'est d'euros plus de en 10 ans. 507 millions, c'est ça. 507 millions en 10 ans. Et donc, la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors, à quoi est-ce que vous attribuez ça ? C'est pas donc un manque d'effort financier, 500 millions mais d'euros. en même temps, les coûts des transports régionaux pour la SNCF sont en augmentation de 87%. Il y a quand même une inadéquation dans ces chiffres. C'est un rapport qualité-prix qui n'est pas au rendez-vous. Écoutez, la région finance, les coûts augmentent de façon exponentielle et la qualité n'est pas au rendez-vous. Vous préconisez quoi ? Une mise en concurrence ? On aimerait bien qu'il y ait un système bonus-malus plus important que ce qui existe. Parce qu'actuellement, la région peut éviter de verser moins de 1% en regard de la mauvaise qualité de service. Donc ce qu'on aimerait, c'est que le bonus-malus soit plus important. Parce que lorsque l'on frappe au porte-monnaie, on a plus de probabilité d'être entendu. Et puis par ailleurs, il y a les élections régionales en fin d'année. Donc on va interpeller. Vous mettez le dossier sur la table. Vous lancez aussi une pétition. On lance une pétition que l'on va distribuer en gare de Grenoble jeudi soir et puis mardi prochain et les mardis suivants, vraisemblablement, peut-être des jeudis aussi, jusqu'à la fin du mois de juin, pour que les personnes puissent signer cette pétition. Et puis, on les informe aussi d'une application qui est mise en place, Android et iOS, Internet. Sur le site Internet. On fait anti-retard et on a ces applications pour pouvoir signaler les retards qui sont constatés et tous les problèmes récurrents. Merci beaucoup, Michel Ragache. On passe donc maintenant à l'événement demain, l'entrée au Panthéon de 4 héros de la Résistance aux côtés de Pierre Brossolette, Germaine Tillon et Jean Zay. Geneviève Anthonioz de Gaulle, qui est enterrée avec son mari à Bossé, près d'Annemasse. Demain, c'est un peu de la terre de sa tombe qui franchira les portes du Panthéon. Retour sur le parcours de celle qui est entrée en résistance alors qu'elle était encore étudiante. Le reportage de Serge Vorette et Ingrid Pernet-Duparc. Le petit cimetière de Bossé semble ignorer la grandeur d'âme de Geneviève Anthonioz de Gaulle. À moins que ce soit elle qui, en disparaissant le 14 février 2002, ait souhaité être la plus discrète possible. Mais cette discrétion masquait mal un engagement puissant et constant qu'elle paya dès l'âge de 20 ans lorsqu'elle fut déportée pour acte de résistance à Ravensbrück. C'est dans ce camp que Noëlla fit sa connaissance. Elle ne se lamentait pas aux yeux de toutes, elle semblait dominer la situation, elle gardait toujours cette dignité naturelle qu'elle avait. Tu te reconnais? Tu vois où tu es? À côté de Geneviève. À côté de Geneviève. Là. Oui. Et c'est au nom de cette dignité qu'à peine sortie des camps, Geneviève Anthonioz de Gaulle organisa le rapatriement de ses camarades, en Suisse notamment, où elle retrouve Noëlla avec une grande complicité. Quelquefois, on était prises d'un fou rire pour un rien, toutes les deux. On se retrouvait deux gamines. On riait beaucoup. Elle vous parlait d'A.T.D. Carmonde ? Bien sûr. Quand elle a rencontré ces gens pauvres, elle a retrouvé d'abord l'odeur, cette odeur que nous avions sur nous-mêmes puisque nous sortions mauvais dans les camps. Et elle a voulu participer avec eux et leur redonner une dignité. A.T.D. Carmonde. Ça sera là l'autre grand engagement de Geneviève Anthonioz de Gaulle, qui l'a conduit à préférer au confortable ministère d'André Malraux la cause des plus démunis. Tuer à l'intérieur d'un être humain ce qui fait sa valeur et sa dignité, ça c'est bien pire. Ça, à mon avis, c'est ça le crime contre l'humanité. 34 ans durant, à la tête d'A.T.D., elle lutta contre cela, allant jusqu'à l'Assemblée nationale pour défendre sa loi contre l'exclusion. 34 ans d'une évidence selon ses enfants. Elle nous racontait tout. Elle nous parlait de tout, elle ne voulait pas nous faire souffrir avec ça. C'est pas l'éloge de la pauvreté, pas du tout, mais c'est
les pauvres sont nos maîtres. Tout de suite jusqu'au bout. Des mots comme des étendards, mais des actions surtout, qui lui valent de devenir la première femme à recevoir l'insigne de Grand Croix de la Légion d'honneur, une reconnaissance comme ces paroles que son fils n'a jamais oubliées. Elle disait, tu peux être ce que tu veux, c'est comme les chefs-d'œuvre des compagnons du devoir. Alors, ça s'accomplit. Tu nais, tu sais que tu vas mourir, ce que tu as à faire, tu le fais, quoi que ce soit. L'œuvre, le chef-d'œuvre d'une vie qui est aujourd'hui immortalisée entre le Panthéon et le petit cimetière de Bossey où elle repose auprès de son mari, Bernard Anthonioz. Voilà pour ce bel hommage. Toute autre chose maintenant, peut-être la fin d'un cauchemar pour les habitants de la commune de Vienne, dans le Nord-Isère. À compter du 12 juin prochain, la ville n'aura plus d'emprunts toxiques. Il était de 24%. La municipalité a trouvé un accord avec les financeurs. Il fera l'objet d'une délibération ce soir en conseil municipal. Denis Vigneault-Duguay. Pour tuer l'emprunt toxique contracté en 2006 auprès de Dexia, la ville va conclure 3 nouveaux prêts. Un premier qui court sur 15 ans et qui porte sur les 2,4 millions d'euros restants, mais cette fois à un taux acceptable, 3,60%. Le deuxième d'un montant de 3,6 millions d'euros, lui aussi sur 15 ans à un taux de 0,95%, porte sur le paiement de l'indemnité de remboursement anticipé. Enfin, le troisième, d'un montant de 5 millions d'euros à un taux de 1,65%, est exigé par Dexia pour solder définitivement l'emprunt toxique. Un passage obligé qui pourrait faire débat au conseil municipal de ce soir. Enfin, la commune devra aussi payer les intérêts cumulés. Au final, l'affaire coûtera 11,2 millions d'euros à Vienne au lieu des 13,3 prévus. Un gain de 2 millions d'euros qui fait dire à l'opposition que, même imparfaite, la solution proposée reste la moins pire. Et l'on reparle de la tuerie de Chevaline. Dans un livre à paraître, un journaliste britannique affirme que la famille Al-Hili aurait été la victime collatérale d'un crime qui visait le cycliste savoyard Sylvain Mollier. D'après le journaliste du Mirror, le suspect numéro 1 serait un ancien légionnaire entendu comme témoin. En 2012, il s'est suicidé depuis. Plus d'informations sur notre site internet alpoint.france3.fr. Dans l'agglomération de Grenoble, après l'énorme bouchon provoqué dimanche par l'arrivée de 200 caravanes qui se sont installées de force dans le parc de l'Île d'Amour, la tension demeure autour de la question de l'installation des gens du voyage. Problème, l'agglomération ne dispose pas d'aires de grand passage. Le reportage de Johan Etienne et Marie Michelier. Dimanche 17h, les gens du voyage paralysent l'autoroute A41. Ils réclament l'accès au parc de l'Île d'Amour à Mélan. Face à une situation d'urgence, la préfecture décide alors d'autoriser l'installation de 180 caravanes dans le parc public. C'est une responsabilité donc des élus que de mettre à disposition des terrains. Mais quand les terrains n'existent pas et qu'on est confronté à une situation qui devient une situation de crise de gestion de l'ordre public, évidemment c'est à l'État de gérer. Et là, il faut prendre nos responsabilités avec les moyens dont on dispose. Face à l'absence d'une aire d'accueil de grande capacité dans l'agglomération, les gens du voyage ont donc choisi de s'installer ici illégalement. Le maire de Mélan a décidé de porter plainte pour occupation illicite du terrain et appelle l'État à prendre ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas des aires de grand passage qu'il en existe déjà, mais elles sont occupées par des gens qui vivent là sédentairement. Je pense à l'aire du Rondeau. La métro a signé une convention avec les communes de Fontanil et de Saint-Égrève pour prévoir une aire de grand passage, mais de l'ordre de 120-140 caravanes. Quand il s'agit d'aires de convoi de plus de 170 à 200 caravanes, c'est à l'État à régler les choses. Jusqu'ici, les élus de la métro n'ont pas réussi à mettre en place une aire d'accueil de grande capacité. Un projet de terrain pouvant accueillir 200 caravanes devrait cependant voir le jour en 2016 sur la commune du Fontanil. Tout est lancé, tout est engagé, y compris l'aire de grand passage, puisque nous avons délibéré en février dernier pour la réaliser. La commune est d'accord, le conseil municipal partage le point de vue du maire, donc il n'y a pas de difficulté. Seulement actuellement, il y a effectivement une activité de carrier pas vraiment, mais de dépôt de déchets du BTP et de recyclage. Et c'est une activité dont il faut se préoccuper pour lui retrouver un autre site. Mais d'ici là, d'autres grands groupes d'évangélistes devraient traverser le département. La métro et la préfecture s'attachent donc aujourd'hui à trouver des solutions provisoires pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir.
19h12, l'heure d'ouvrir notre rubrique Entre nous, la rubrique des initiatives solidaires, avec ce soir Florine Hébas. Bonsoir Florine. Bonsoir Christophe. Vous nous emmenez tout d'abord à Chambéry découvrir une petite entreprise familiale qui édite un magazine, Mieux voir. Oui, alors Mieux voir est un magazine d'actualité destiné aux malvoyants et sur le créneau, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de concurrents, comme ça c'est plus simple. Alors il faut savoir que notre société compte de plus en plus de malvoyants sévères et que c'est sur un coup du sort que s'est créé ce magazine, créé il y a 20 ans en Savoie. Regardez. Bonjour, comment allez-vous? Il est maintenant 13h30. Je suis prête. 460... Lorsque l'on est malvoyant, ce type d'objet est indispensable. Des objets usuels, adaptés, améliorés pour garder un maximum de repères et surtout pour conserver une certaine autonomie. Toutes ces trouvailles sont en vente et pourtant nous ne sommes pas dans une boutique mais dans les locaux du magazine Mieux voir. L'aventure de Mieux voir, c'est tout simplement en 1995, je me suis réveillée un matin avec la vue complètement déformée. À cette époque-là, j'étais soignée sur Lyon. Et je dis à mon professeur, est-ce qu'il existe un magazine écrit en gros caractères? Et elle me dit, bah, non, Madame Véry, il n'existe rien. Et en riant, je lui dis, je vais en faire un. Et voilà, Mieux voir est une idée toute simple. Une publication traitant de sujets variés, un mensuel d'actualité comme on en achète tous. Sauf qu'ici, le poste d'infographie est encore plus déterminant, car les articles sont tirés de journaux très divers, toujours à titre gracieux. Par contre, ils subissent quelques modifications dans la mise en page. Et là, c'est grossi combien de fois par rapport à un magazine normal? Entre 3 et 4 fois plus gros. Ouais, puis on respecte bien les interlignes aussi pour qu'il n'y ait pas trop de... qu'il y ait bien un bon espace si vous voulez entre les lignes. Puis on essaie de faire quelque chose d'assez pur, quoi, pas trop chargé sur les images, qu'il y ait un bon contraste. D'abord destiné aux personnes souffrant de DMLA, le magazine a dû s'adapter aux besoins d'une clientèle qui s'est diversifiée avec le temps et souffrant de différentes pathologies. Ici, une rétinite pigmentaire, 35 000 cas en France. Là, un glaucome dû à des lésions du nerf optique ou encore ici, une complication due au diabète. Surtout, ce qui leur plaît, c'est de pouvoir relire, tout simplement. Pouvoir faire des jeux. Jeux, donc c'est le loisir, parce qu'on ne peut plus conduire, on ne peut plus regarder la télévision. À part, si on n'est pas sourd, écouter la radio, c'est tout ce qui nous reste. Si tu veux, on peut rétrécir le texte, suivant ce qui te convient le mieux. Le site web du magazine propose des marchandises en tout genre pour les malvoyants. Des testeurs comme Josette critiquent les produits afin de donner le maximum de détails et mieux cibler les utilisateurs. C'était une amie, et puis comme on a la même maladie, je viens tester avec elle. Comme ça, quelquefois ça lui convient à elle et puis pas à moi, ou inverse. Donc vous testez toutes sortes de produits? Oui, quand elle m'appelle, je teste un peu de tout. Après 20 ans, Mieux voir est toujours le seul magazine d'actualité existant dans son domaine. Il n'est pas vendu en kiosque, seulement par abonnement. Il compte à ce jour plus de 10 000 lecteurs. Voilà, donc pour trouver ce magazine, vous venez de l'entendre, pas la peine d'aller dans les kiosques, uniquement sur abonnement. L'adresse internet www.mieux-voir.fr. On continue avec une belle exposition photo à Annecy, Florine. Oui, une très belle exposition en ce moment organisée par un groupement de photographes professionnels et une association, les Puits du Désert. Alors évidemment, ça n'est pas que pour le plaisir des yeux, c'est aussi une action à but humanitaire. Les photos de cette exposition seront mises en vente ce jeudi lors d'une soirée à l'Imperial Palace d'Annecy. Chaque tirage sera vendu au prix de 500 € au profit de l'association, bien évidemment, qui depuis 15 ans permet aux habitants de la vallée de Tiden, une zone aride située au nord du Niger, d'accéder à l'eau. Une mission au long cours qui a besoin de votre soutien. Alors soyez au rendez-vous jeudi soir à l'Imperial Palace. Sinon, une deuxième option vendredi avec une soirée pour les fêtards généreux. Une soirée organisée et animée par la célèbre et infatigable Régine, qui est aussi la marraine de l'association. C'est noté humanitaire toujours, Florine, avec un concours de lycéens qui a récompensé des jeunes de la région. Oui, absolument. Une belle récompense pour le lycée Pierre Termier de Grenoble.
14 de ces élèves, la première STI, spécialité énergie-environnement, a remporté le tout nouveau concours organisé par Engie GDF Suez. Alors objectif, l'électrification d'une école burkinabé lors d'un séjour sur place. Les élèves accompagnés d'un professeur et de 3 employés de la société auront 10 jours pour mettre en marche la structure qu'ils ont imaginée. On écoute l'un de leurs professeurs. On est parti d'une école réelle au Burkina Faso. On avait les plans. On nous donnait les informations concernant le nombre de classes, le nombre d'ordinateurs portables à charger, le nombre de téléphones portables à charger. Et à partir de là, donc, on devait tout imaginer, comment on allait éclairer les salles de classe, comment on allait produire l'énergie. Voilà, l'installation fonctionnera à l'énergie solaire. Le groupe partira du 1er au 10 juillet avec en plus 200 kg de matériel scolaire à donner. Alors avant ce grand voyage initiatique, les élèves et leurs professeurs se rendront d'ici quelques jours à Roland-Garros pour recevoir leur prix. Ils sont invités par l'organisateur du concours. On reste dans le monde associatif, Florine, avec une boutique éphémère à Grenoble. Oui, c'est à découvrir et j'insiste sur le mot découvrir. En plein centre-ville de Grenoble, rue Lafayette, la boutique Deuxième Acte, c'est en fait une deuxième vie pour objets en tout genre et surtout une deuxième chance pour les accidentés de la vie. Alors on y trouve du recyclé, des trésors d'ingéniosité. Vraiment, allez-y, on y trouve des jouets, des meubles, du textile, de l'informatique et plein d'autres choses. Une vraie caverne d'Alibaba. Je vous propose d'écouter Bertil Faïs, membre du collectif. Notre objectif, c'était effectivement de casser l'image de quand c'est recyclé, c'est forcément moins bien. Voilà, on est capable de faire des belles choses avec des objets réemployés et voilà, c'est ce qu'on veut prouver avec cette belle boutique. Il faut venir nous voir parce que c'est vrai qu'on étonne beaucoup. On étonne parce que voilà, c'est beau, on étonne parce qu'on a des objets de qualité, on étonne parce que nos salariés en insertion qui souffrent d'une image assez négative sont vraiment à la rencontre des clients. Donc voilà, vraiment on étonne et il faut vraiment venir voir ça. Voilà, la boutique éphémère, je vous l'ai dit, la boutique, Deuxième Acte réunit le travail de 6 associations et c'est une boutique éphémère, donc à durée limitée. Vous avez jusqu'au 4 juillet pour la découvrir. Merci Florine, à très bientôt. Culture avec le concert ce soir à la Belle Électrique à Grenoble du groupe heavy metal Testament. Le heavy metal, c'est la tendance dure du rock, plus radical encore que le hard rock. Et Testament est un des groupes emblématiques de ce genre. Sur place, à la Belle Électrique, on retrouve Grégory Lespinasse et Dominique Bourget. Bienvenue à la Belle Électrique qui ce soir va bien porter son nom avec un concert à 100 000 volts. Il faut dire que les amoureux du heavy metal ont répondu présent. Les 900 places sont parties comme des petits pains. Ce soir à l'affiche, rien de moins que Testament, le groupe californien, inventeur avec d'autres groupes comme Metallica, du thrash metal dans les années 80. Après 30 ans de carrière, les musiciens ont pris quelques cheveux blancs, mais leur musique, elle, n'a pas pris une ride. Nous avons rencontré cet après-midi Chuck Billy, l'emblématique chanteur. Je suis très heureux d'avoir 30 ans de carrière et d'avoir toujours des fans tout autour du monde qui apprécient ce genre de musique. J'ai vu cette musique grandir partout dans le monde et c'est bien d'avoir été là au début et d'être toujours là aujourd'hui. J'ai entendu dire que c'était la première fois qu'un groupe de métal jouait ici, donc je suis très honoré. C'est une belle ville, c'est un magnifique endroit dans lequel on joue. Et puis, c'est chouette que vous viviez l'expérience du thrash metal. On travaille sur un nouvel album, on a à peu près 6 chansons. Dès qu'on aura fini notre tournée européenne, on rentre à la maison. Il n'y aura plus de tournée jusqu'à ce qu'on ait fini l'enregistrement.
Testament, Exodus et Back Down, le tout premier concert de métal dans cette nouvelle salle de la Belle Électrique est déjà un franc succès. C'est sûr, il y en aura d'autres. Le calme et la plénitude maintenant avec au Palais Lumière d'Évian l'exposition de Jacques-Émile Blanche. Le peintre et écrivain parisien était contemporain de Nerval, Maupassant ou Theo van Gogh, le frère de Vincent. 130 œuvres venues de multiples musées pour une première rétrospective étonnante. Isabelle Colbrand et Jean-Pierre Rivet. Jacques-Émile Blanche était un artiste touche-à-tout. Il a réalisé surtout des portraits, il le disait, portraitiste je suis et je veux l'être, mais il savait également réaliser de très beaux paysages ou encore des natures mortes. Cette première rétrospective offre un regard unique sur le monde que ce peintre fréquentait. Un Paris fascinant, Paris capitale, Paris intime, qui s'installe sur les bords du Léman. Une incursion dans une vie foisonnante, un rien bourgeoise. Le dandy qu'il est se plaît au contact de Marcel Proust, de Manet, de Degas ou bien de Renoir. Il côtoie le beau monde, dirait-on. Jacques-Émile Blanche connaissait le tout Paris. C'était un peintre qui était mondain, donc il connaissait les dandys, les plus grands écrivains, les comédiens. C'est dû aussi à son père, le docteur Blanche, qui accueillait ces grandes personnalités lors de salons chez lui, à Passy. Cette exposition, elle a été compliquée à monter puisque Jacques-Émile Blanche, aujourd'hui, on l'a totalement oublié. Notre prêteur principal, c'est le musée de Rouen. En effet, Jacques-Émile Blanche a donné 150 de ses œuvres à ce musée des années 20 aux années 30. L'homme aussi entre deux siècles, il va passer sa vie à dessiner celle des autres. Le Palais Lumière lui va bien, comme un écrin sur de précieux objets, des scènes d'une vie pas si quotidienne qui trouvent ici leur place entre lac et montagne. Évian était prédisposé à recevoir les œuvres de cet artiste multiforme. Avant de vous quitter, ce qui a fait la une ce soir, l'hommage à Geneviève Antonios de Gaulle. Elle est enterrée en Haute-Savoie et elle entre demain au Panthéon. Votre journal national à suivre en parle largement. Je vous souhaite une